Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 24 mars 2026, il est 13h04 et je reçois un collègue, un confrère, pas un collègue encore, peut-être qu'il travaillera un jour à Sud Radio, un confrère, les mots sont précis, Paul Melun, qui est... alors c'est pas un journaliste essayiste, en général les journalistes font des essais sociologiques, des études, des enquêtes. Là c'est un journaliste romancier qui, au lieu de faire justement cette enquête sociologique, il en a fait un roman. Il a fait l'émission de Jacques Chancel s'appelle la Radioscopie. C'est une socioscopie. C'est une socioscopie de la société française. Plouc Story. Ça dit très clairement. Plouc Story, Paul Melun, c'est l'aventure d'un jeune homme qui est originaire de Gironde, qui s'extrait de son milieu, un milieu qui est décrit par Paul Melun avec une précision. Moi qui suis un petit peu de l'autre côté de cette montagne sociale, c'est un monde que je connais bien et les descriptions que vous faites, Paul Melun, c'est exactement ce qui se passe avec les détails, avec les nuances, avec les couleurs, avec les parfums. Paul Melun, merci d'abord d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Je vous croyais en Ploucland. Non, vous êtes quelque part en France. Vous êtes. Je suis dans ma maison dans les Deux-Sèvres, vous voyez. Mais comme je sais que vous êtes une radio qui parle aux provinces et qui ne se limite pas aux périphériques, je suis au bon endroit. Vous êtes tout à fait à votre place dans ce beau Poitou, dans les Deux-Sèvres, absolument, près de Niort, où il y a la vache partenaise. Enfin, on peut faire un inventaire gastronomique. Ah bah oui. Mais les Deux-Sèvres. Il y a le marais Poitevin au sud et puis au nord, il y a plein de belles choses aussi. Alors Paul Melun, vous auriez pu faire votre héros est girondin. On repartira de la Gironde. Il aurait pu être Poitevin dans les Deux-Sèvres. Il aurait pu être dans la Creuse, dans un territoire un peu excentré. Alors, Sébastien est girondin parce que vous-même vous êtes originaire de Gironde. Hein. Oui, c'est ça. Vous savez, je pense que dans les romans, on parle de ce qu'on connaît, bien sûr. Alors, c'est un village que j'invente, qui s'appelle Chanteuil-sur-Siron dans le roman, mais qui est fictif. Le Siron existe, c'est une petite rivière, mais Chanteuil-sur-Siron, ça n'existe pas. Et mon héros grandit dans cette France des oubliés, des silencieux. Cette France que les sociologues décrivent ainsi en disant c'est la France périphérique ou la diagonale du vide pour d'autres. Loin des métropoles, loin des grands médias, loin des grandes entreprises, loin des lieux de pouvoir et de décision. C'est là que naît mon personnage, mon héros. Et vous avez raison de souligner que c'est là que je suis né aussi. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il rêve de quitter son milieu d'origine à tout prix parce qu'il le rejette. Moi, c'est pas mon cas. La différence de ce personnage, moi, j'aime les villages, je m'y sens chez moi et je suis heureux quand je retourne chez moi, voilà. Et j'exclus pas de retourner vivre un jour, pourquoi pas en Gironde. Donc voilà, il n'y a pas de rupture entre moi et le Sud-Ouest. Alors que lui pour le coup, comme beaucoup de jeunes, il trouve que la campagne c'est un peu rasoir. Il en a marre, il s'ennuie et il veut monter à Paris pour réussir sa vie, quoi. Alors pour autant, ce n'est pas une autobiographie. Vous êtes venu le 18 mars chez notre ami Jean-François Aquili qui vous a posé la question. Alors oui, le personnage est inspiré par vous. C'est peut-être ce qui aurait pu vous arriver d'ailleurs si vous n'aviez pas été Paul Melun. Peut-être que vous auriez été le fils de cette maman très originale, de ce papa. Plouc Story, un petit peu beauf de temps en temps, c'est la famille. Le papa est un petit peu beauf par certains côtés, plus que la maman. Mais vous avez préféré le mot Plouc, si vous voulez, qui est plus précis géographiquement. Oui. Alors Plouc, oui, c'est un vieux mot qui plutôt caricature les habitants de la Bretagne au début, mais enfin qui a aujourd'hui une acception courante dans le langage et qui, comme techno, paysan, ce qu'on veut, tous ces mots péjoratifs, les gueux, comme dit Alexandre Jardin. Voilà. Bon voilà. Donc c'est cette France périphérique qu'on caricature, avec laquelle on n'est pas très tendre depuis un certain nombre de décennies. Vous employez le mot beauf, c'est un peu ce qui a été dit pendant des années, quoi. C'est la France qui part au camping en vacances, qui aime bien les tubes de Patrick Sébastien, etc. Celle qui est parfois caricaturée au cinéma dans les tuches, etc. Moi, j'ai voulu en donner une acception tout à fait différente, peut-être plus touchante, peut-être moins caricaturale, peut-être moins jugeante ou méprisante. Et effectivement, les parents de mon personnage, et puis lui-même d'ailleurs quand il est gamin, pourraient être caricaturés. On pourrait dire, mais finalement, ce sont des beaufs. La mère de famille, elle aime les tubes des années 80, elle aime Clo-Clo, elle aime Frédéric François, elle aime... C'est un personnage. Elle aime Corinne Charby. C'est un personnage. Ah oui, elle a une énergie, une dynamique. D'ailleurs, c'est elle qui pousse son fils à... Si avec le père, il serait resté là, le gamin.
Hein. C'est la mère. Oui, qui probablement, parce qu'elle rêve que son fils devienne une vedette, une star. Alors, pour elle, une star, c'est jouer dans un téléfilm pour la 1 ou pour la 2, quoi. C'est ça, être une star pour elle. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que pour lui, devenir une star, ça va être devenir influenceur. Donc, il est, disons, plus au diapason de sa génération, mon personnage. Et lui, il rêve, non pas de devenir écrivain à Paris ou homme politique ou romancier, comme on pouvait l'être au 19e siècle. Lui, il rêve de devenir influenceur. Parce qu'il est plutôt beau gosse, parce qu'il a plutôt du succès avec les filles et tout ça. Et donc, il se dit, moi, j'ai cet atout. Il réalise qu'il est beau dans une cabine d'essayage dans un centre commercial. Et puis, il se dit, partant de là, je vais en profiter, puisque l'époque est à la gloire facile. Je prends mon téléphone, je me filme, je fais des vidéos, je me montre torse nu, un peu sexy, machin, et je vais réussir ma vie. Voilà. Et je trouve les influenceurs extrêmement romanesques. C'est l'autre aspect de ce livre. Comment est-ce qu'on sort de sa province aujourd'hui? Pourquoi pas par l'influence? Alors, il y a des allusions aux écrivains français. Bien sûr, première personne à qui on pense, c'est Honoré de Balzac. Est-ce que Sébastien est-ce que c'est le Rastignac du 21e siècle, alors évidemment, avec les mêmes turpitudes sociales, les mêmes angoisses, les mêmes tensions. Bon, Rastignac va à Montmartre, c'est dit à nous deux maintenant, avec son poing tendu vers Paris. C'est pas tout à fait ce que dit Sébastien, mais on sent que l'enjeu est le même. Je vous confirme que vous êtes un très grand écrivain. C'est admirablement écrit. Sur une prose, parce que c'est admirablement écrit, parce que votre prose, elle est simple, elle n'est pas empoulée, il n'y a pas d'éloquence fortuite, vous racontez les choses telles qu'elles sont. Un vrai roman, c'est quand on a l'impression d'être dedans, et on est totalement dedans. Si je peux me permettre un compliment, bien entendu, vous mettez en scène, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, mais là, je vous le confirme, vous mettez en scène la France de Jean-Christophe Guilly et de Jérôme Fourquet, l'archipélisation, l'archipélisation, la France périphérique, mais avec l'œil, non pas de Balzac, mais de Dostoïevski, si vous me permettez de faire cette analyse. Écoutez, vous me flattez beaucoup. Qui n'est pas un auteur toujours réjouissant. Attention, Dostoïevski, c'est très dur quelquefois. Vous avez raison. Mais vous avez cette acidité. Mais je prends. Vous avez cette acidité, cette pointe d'humour, vous prenez du recul. On sent que vous auriez pu être, vous n'êtes pas de ce milieu social-là, mais vous êtes de cette même région, et en tout cas, vous avez connu cet univers-là. On sent le gamin qui veut s'en sortir. Pourtant, c'est un monde terriblement cruel. Il subit des humiliations. Il a cette petite liaison plus ou moins platonique avec cette jeune aristocrate. Alors évidemment, l'aristocratie, enfin disons, les particules bordelaises avec les châteaux sont immédiatement associées, on le voit. Il est reçu, il a très peur d'y arriver, on le démonte évidemment de la tête aux pieds pour voir ça. Lui n'a qu'une crainte, c'est qu'on démasque. Il a fait croire qu'il était étudiant presque à Sciences Po et qu'il était d'un milieu aisé, et il va jouer cette caricature, cette comédie pour essayer de pas se faire démasquer. Mais finalement, il gravit les échelons, il arrive à Paris. Là, il rencontre... le passage, c'est l'arrivée à Paris. Et là, il rencontre un univers d'une brutalité, d'une méchanceté, d'une cruauté. Et on va pas raconter la fin du roman, mais il fait face quand même, il relève. Et pour autant, vous décrivez un monde terrible. Le monde que vous décrivez, Paul Melun, c'est une analyse politique que vous voulez faire de la société française, ou plutôt sociologique, ou plutôt culturelle? Les deux. Les trois. Je pense que le monde des grandes villes, d'abord le monde bordelais pour ce qui est de mon personnage, puis le monde parisien, le petit monde parisien, est d'une violence sans borne vis-à-vis de ceux qui ne sont pas issus de ce milieu. J'aurais pu faire un héros qui aurait grandi dans un quartier populaire, pourquoi pas à Sarcelles, à La Courneuve ou à Bagnolet, ça aurait été pareil. Bon, il se trouve que dans le cinéma ou dans la littérature récente, on l'a plus fait avec les jeunes gens des banlieues, et d'ailleurs il y a de très bons films ou de très bons livres là-dessus, qu'on le fait un peu moins sur les habitants des provinces, des campagnes, de la France périphérique. Donc moi, j'ai voulu le faire sur la France périphérique, avec, vous l'avez très bien souligné, un récit néo-balsacien. Mais finalement, l'idée en creux est une idée très politique, pas militante, mais très politique. C'est que lorsque vous n'avez pas les bons codes sociaux, les bonnes manières, les bonnes phrases, la bonne attitude, c'est extrêmement difficile. Et mon personnage, dans Plouc Story, on le ramène à son statut de plouc. On le ramène, pourquoi pas, à l'accent du pays, aux parties de pêche au bord de la rivière, on le moque, on le raille. Et du petit politicien local jusqu'aux grandes vedettes à Paris, il est constamment ramené à son origine sociale.
Et c'est extrêmement douloureux pour lui, et je crois que c'est extrêmement douloureux pour beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui ont vécu le mépris social. Et je trouve que dans un pays comme la France, où il y a une promesse républicaine d'émancipation, d'ascenseur social, etc., ramener sans arrêt les gens à leur milieu social d'origine dans une sorte de snobisme élitiste, ça rend pas service à un pays comme le nôtre, qui devrait être au contraire une promesse d'égalité. Pas d'égalitarisme, mais d'égalité. Et donc, oui, c'est peut-être là l'un des messages politiques du livre les plus forts, et je crois que vous l'avez très bien souligné, ce message passe mieux à travers un roman, à travers une histoire fictive, où on a envie de savoir la suite, etc., plutôt qu'à travers un essai sociologique qui finalement serait peut-être un peu déshumanisant, alors que moi, je raconte des vies inspirées, pourquoi pas, de personnes réelles pour certains. J'ai rencontré des influenceurs, notamment pour écrire ce livre, et je trouve que c'est plus fort et que ça donne plus de corps à mes personnages et que ça humanise, ça réhumanise, ça rend visible cette majorité silencieuse qui vit pas à Paris. Je reçois Paul Melun, auteur de Plouc Story. Je l'ai intitulé le roman de la périphérie ou de la fracture sociale française, écrit admirablement, édité chez Fayard. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis persuadé, alors non seulement les habitants de la Gironde où Sud Radio est grandement diffusé, mais sur toute la France, je suis sûr que vous êtes vous-même. Il faudrait que vous lisiez, vous lirez certainement l'ouvrage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Est-ce que vous connaissez cet univers? Est-ce que vous vous êtes senti discriminé? Est-ce qu'il y a, malgré la République, j'allais dire fraternelle, laïque et sociale, une fracture entre les élites et puis les gens d'en bas? Est-ce qu'il y a cette, comme disent Jérôme Fourquet et Jean-Christophe Guilly, des territoires excentrés, cette périphérie, cette France qui est isolée de Paris? Voilà. Si vous avez des idées là-dessus, si vous avez des émotions, si vous avez envie de partager ou poser une question à Paul Melun, il se fera une joie de vous répondre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre question et on pourra conduire ce débat passionnant. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Paul Melun, auteur de Plouc Story. Ce titre nous interpelle quand même. Plouc Story, avec en plus un mot anglais, il aurait pu dire l'histoire des ploucs. Et attention, c'est pas des beaufs, c'est pas des gueux, c'est pas des pecnos, c'est tout ça réuni. Et c'est vrai que le mot plouc a été, à un moment donné, une forme de discrimination sociale terrible. J'avais un ami de la famille qui avait une phrase terrible. Il dit: sur la plage, on reconnaît les classes sociales, les riches bronzent et les ploucs pèlent. C'était une phrase terrible qui m'a toujours marqué. Et Paul Melun nous décrit cette France. Je parlais de radioscopie, hein, c'est un décryptage sociologique des réalités de la France d'aujourd'hui dans les nouvelles approches que l'on a. On n'est pas c'est vrai que c'est une lutte des classes, mais c'est pas une lutte des classes prolétariat contre bourgeoisie, un petit peu quand même. C'est une fracture sociale, et on le disait à la fin de l'épisode précédent, Paul Melun, cette république sociale, le progrès, et pourtant, il y a une discrimination qui continue à se faire, qui est très forte. Elle est moins sur la classe sociale proprement dite, mais elle est culturelle. Et elle est quand même sociologique. Il y a quand même une césure entre les élites. Alors, est-ce qu'elles sont intellectuelles? Est-ce qu'elles sont urbaines? Des gens qui ont des diplômes, dont on vous dit qu'ils votent bien, ces gens-là. Et puis, la populace d'en bas, qui, parce qu'elle n'est pas cultivée, parce qu'elle n'a pas les critères d'ouverture d'esprit, elle vote pour des partis extrémistes, elle vote pour des partis populistes. Est-ce que vous ne signalez pas un petit peu? Est-ce qu'il peut y avoir une interprétation politique, j'allais dire, galvaudée de votre ouvrage? Est-ce que vous n'êtes pas en train de montrer du doigt je sais bien que c'est pas vous qui le dites, mais en lisant le livre, on se dit aïe, il est en train de nous faire le profil sociologique des électeurs du Rassemblement national. Est-ce que je peux voir des choses comme ça? Mais moi, vous savez, je mets carrément les pieds dans le plat dans le roman et dans la discussion que nous avons. Bien sûr que je fais le portrait type pour partie, parce qu'il n'y a pas que ça dans les campagnes, bien sûr, mais pour partie de l'électeur type du Rassemblement national. Et d'ailleurs, dans le roman, la question politique est abordée à travers l'engouement de certains personnages dans le livre pour le Rassemblement national, à commencer par un ancien boucher charcutier du village, du village Chanteuil-sur-Siron, dont malheureusement la boucherie a fermé, qui est en retraite. Et ce personnage, il devient en gros une sorte de secrétaire de section du RN, et il essaie d'enrôler la mère de Sébastien, de mon personnage, dans la section locale. Il lui dit: il faudrait que tu te présentes au conseil municipal, etc. Donc, et puis
puis ils ont peur. Il y a potentiellement un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile qui va être installé pas loin. Donc il y a évidemment une peur, disons, de l'immigration. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une peur du déclassement et de la paupérisation. Il y a ce qu'on appelle en langage un peu pour le coup urbain et élitaire, une tentation identitaire, pour parler clairement. Et mon personnage, lui, il rentre pas trop là-dedans. Il est pas très mature. Il aime bien les vidéos de Jordan Bardella sur TikTok, mais comme il aime bien celle de Thibaut InShape, et comme sur un malentendu, il pourrait peut-être aimer celle de quelqu'un d'LFI. Vous voyez, il n'est pas très politisé. En revanche, l'aspect de jugement social très puissant qu'il y a contre le RN, la diabolisation, l'idée que si vous vous intéressez ne serait-ce que d'un iota au RN, vous êtes associé au fascisme, à l'extrême droite, etc. Eux, ils le ressentent beaucoup moins qu'en ville. La pression sociale contre le vote RN est beaucoup plus faible dans les villages, et le RN est le parti qui aujourd'hui, parmi ceux qui s'expriment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'abstentionnistes, puis il y a encore des gens qui votent à gauche, des gens qui votent au centre, etc. Malgré tout, le RN prend des positions de plus en plus importantes dans cette France périphérique, et donc je le signale dans le livre. J'essaie de ne porter ni jugement de valeur, ni héroïsation, donc je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette partie croissante de Français dans la France périphérique qui sont séduits par le vote RN. J'en analyse pas toutes les raisons, j'en montre quelques-unes dans le roman. Et comme je vous dis, j'essaie de ne pas porter un jugement moral. J'ai horreur des jugements moraux, et même si moi, à titre personnel, je ne me reconnais pas dans le programme du RN, et moi je viens plutôt de la gauche, pour tout vous dire, malgré tout, j'ai horreur du jugement, de l'anathème, et du jugement par le mépris. Du genre, si les gens votent RN, ou s'abstiennent, ou votent mal dans les campagnes, c'est parce que ce sont des imbéciles, des ignares. Enfin, c'est-à-dire, la littérature et le cinéma est plein de jugements de valeur épouvantables contre cette France périphérique qu'on nous décrit comme raciste, alcoolique, homophobe, sexiste, xénophobe. Tout ça est faux. Donc c'est pas ce que je montre dans le livre, hein. Qu'on ne se méprenne pas. Je ne fais pas un livre de caricature, de moquerie ou de méchanceté. J'essaie de faire un portrait avec ce que cette France a de touchante, même si une partie d'entre elles votent RN. Ils font ce qu'ils veulent. Je vous confirme, j'en acte que votre livre n'est pas un pamphlet idéologique. Au contraire, c'est un ouvrage profondément républicain, et vous laissez au lecteur le soin de se faire sa propre idée. Vous décrivez juste une situation. Vous êtes écrivain, vous êtes un petit peu peintre, parce qu'il y a des images très fortes dans votre, il y a des couleurs, il y a des parfums, il y a des situations, il y a un petit soupçon de philosophie. Je suis obligé de vous l'attribuer, léger, mais malgré tout, vous faites des conclusions sociales sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'est l'espoir. Un des aspects très très forts du livre, c'est pas dit comme ça. J'allais vous dire, les grands-parents qui ne sont pas là, on aurait dit qu'ils auraient voté plutôt à gauche, Parti communiste, un peu d'une proche prolétarienne frustrée. La génération suivante, effectivement, le papa et la maman, plutôt le papa au RN, la maman peut-être différemment, mais on sent qu'on est dans le vote contestataire, on sent qu'on est dans la colère, dans la souffrance, mais avec tout ça, beaucoup de bonne humeur. Quand on invite les copains pour faire la partie de merguez, tout ça est détendu, ensuite elle se met à danser, c'est des braves gens, ils sont adorables, et s'ils se trompent, on se dit, mais ils ont effectivement plein de raisons de se tromper. Est-ce que Paul Melun, cette fracture sociale qui autrefois était la fracture du fric, les pauvres, les paysans, les seigneurs, les bourgeois, les nantis, est-ce qu'aujourd'hui, cette prolétarisation culturelle de cette France d'en bas, celle dont Raffarin disait c'est la France d'en bas, elle a eu des tas de noms, hein, cette France, finalement. On l'a appelée, Fourquet et Guillet lui ont donné, j'allais dire, une connotation très sociologique, très scientifique. Est-ce que, alors là, je vais mettre les pieds un peu dans le plat, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Est-ce que l'écran, alors plat, est-ce que l'écran soit la numérisation de la culture, des mœurs, de la connaissance, ces fameuses autoroutes de l'information, ne contribuent pas aujourd'hui à cette fracture sociale culturelle? Parce qu'autant l'écran peut vous amener de la culture formidable, mais il peut aussi vous amener des réseaux sociaux, un abêtissement, le complotisme. Est-ce que ces gens-là ne sont pas jetés en pâture à cet univers-là ? C'est très compliqué comme question, et vous avez raison de la poser. Je crois que ce que j'essaie de démontrer dans Plouk Story, c'est que quelque part on est tous à la même enseigne avec les réseaux sociaux. Pour le coup, je trouve que la grande promesse numérique est une promesse qui
déconstruit davantage les différences sociales que, par exemple, les médias traditionnels ne l'ont fait. Sur les réseaux sociaux... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on est armé de la même façon ? Je vous en prie. Est-ce qu'on est armé de la même façon ? De fait, non. De toute façon, plus vous avez acquis, normalement, théoriquement, parce que c'est plus compliqué que ça, mais plus vous avez acquis de culture, de méthode, de réflexion, ça ne veut pas dire que vous avez fait des grandes études. On peut avoir un esprit critique quand on a fait 0 études, entendons-nous bien. Mais si vous êtes armé d'esprit critique, vous avez une distance par rapport à l'information, où qu'elle soit. Que l'on vous donne une information, parce que dans l'histoire, il y a eu des informations qui ont été erronées, qui ont été communiquées par les médias grand public. Mais qu'on vous donne une information dans les réseaux sociaux qui soit fausse ou vraie, de toute façon, votre esprit critique va vous pousser à la raison, à la réflexion, à avoir plusieurs sources d'informations, ce qui est déjà un bon réflexe quand on vous donne une information, à essayer de confronter ces sources pour les comparer, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Maintenant, cet esprit critique, il est parfois absent dans des gens qui habitent dans des grandes villes, qui ont de bons revenus ou qui ont fait des bonnes études et qui peuvent se laisser avoir par des fausses informations ou par le complotisme, tout autant que dans la France dite périphérique. La différence, c'est que chez certains dans la France périphérique, il y a une défiance très importante envers ce qu'on appelle les médias mainstream, oui. Envers voilà. Donc, du coup, on va aller chercher une information parallèle en se disant tiens, ça va me dire la vérité. Et parce qu'il y a une absence de confiance. Moi, mes personnages dans Plouk Story, ils n'ont pas vraiment confiance dans les élus locaux, ils n'ont pas vraiment confiance dans la politique. Ils se méfient. C'est pour ça qu'ils sont réceptifs à des discours dégagistes. Mais en l'occurrence, en ce moment, c'est le RN qui tient le haut du pavé. Il y a quelques décennies, ça aurait très bien pu être Coluche. Si demain, il y a un candidat, une sorte de Beppe Grillo, comme en Italie, qui se dégage, ça peut être lui qui peut attraper ce vote. Et si Jean-Luc Mélenchon avait décidé de s'adresser à autre chose en France qu'au quartier populaire ou dans le combat pro-palestinien, ça aurait peut-être pu être lui qui prenne ce terrain-là. Donc, c'est parce que tous les autres partis politiques ont laissé le RN seul que le RN capte cet électorat. Mais moi, ce que je prône, et là on revient à un discours plus politique, moi j'aimerais que le centre, par exemple, avec un discours gaulliste, gaullien, puisse se ressaisir du vote des classes populaires, des classes moyennes, du vote de la France des campagnes, et ne le laisse pas qu'au Rassemblement national. Je pense que là, il y a une vraie difficulté politique dans ce pays, c'est qu'on a morcelé le pays, on l'a bien vu avec les élections municipales. Dans un certain nombre de villes de banlieue, ou à Roubaix ou à Saint-Denis, c'est la France Insoumise qui devient le parti incontournable. Dans les grandes villes, c'est le PS, alors ce qui reste des écolos ou le centre droit. Et puis dans les villes moyennes, c'est la droite traditionnelle, voire l'extrême droite, voire le RN. Et dans les campagnes, c'est souvent des sans-étiquettes, voire le RN. Et donc on a ce morcellement du pays, cette archipélisation, pour reprendre des termes de sociologue, que moi j'essaye de décrire dans le roman, à travers un personnage dans Plouk Story, qui va passer à travers toutes ces strates. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que lui il grandit dans cette France des Ploucs, dans cette France périphérique. Il va dans la France des villes moyennes, ou plutôt des grandes villes à Bordeaux, et il va rencontrer cette espèce de bourgeoisie dont on parlait tout à l'heure, un peu façon François Mauriac, ces anciens négociants en vin qui descendent de familles de négociants, voire parfois de négriers, d'ailleurs, pour certaines familles de Bordeaux. Et puis ensuite, il va monter à Paris, il va monter à la capitale, et il va essayer de rencontrer des gens puissants, des gens importants, des agences de mannequinat, etc. C'est ce parcours-là qui est intéressant. On va aborder l'arrivée de Sébastien à Paris. Nous avons Sophie qui nous appelle de Biarritz. Je lui demande de patienter. On reprend l'antenne dans quelques instants. Voilà, très belle ville, Biarritz, et Sophie nous restez en ligne surtout, Sophie. Et voilà, je reçois Paul Melun, auteur de Plouk Story. Vous nous appelez, vous avez compris le sujet, la sociologie de la France périphérique, un jeune homme qui s'extrait de son milieu social pour découvrir Paris avec toutes les vicissitudes, les émois et les tourments qu'il a pu rencontrer. Très belle photographie de notre société, éditée chez Fayard. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et on échange de façon fervente et pertinente avec Paul Melun. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio, mardi 24 mars 2026 à 13h33. Je reçois Paul Melun qui nous livre une description sociologique de la France périphérique à travers ce roman Plouk Story. Le titre nous raconte tout. C'est un portrait sans concession de notre société d'aujourd'hui, avec les déductions et les conclusions que l'on peut se faire, bien sûr, sur le plan sociologique. On pensait à Jean-Christophe Guilly et Jérôme Fourquet, mais également des conclusions politiques, puisque c'est cette France-là
France-là, dont certains peuvent penser qu'elle vote mal parce qu'elle est plouc, alors que l'élite dont fait partie Paul Melun, il est diplômé de Sciences Po Bordeaux, il est journaliste, voilà. Mais je me permets de dire qu'il a eu la gentillesse de venir voir dans cette Hauts-de-France, et il en revient avec une conclusion, je vais pas dire charmante, mais extrêmement compréhensive, tolérante, ouverte, et peut-être que si on approchait cette fracture sociale avec le même œil que Paul Melun, on aurait peut-être un petit peu moins de crispation dans ce pays, et on pourrait peut-être se parler de façon plus élégante et plus cordiale. Paul Melun, je prends l'appel de Sophie qui nous appelle de Biarritz, où il fait beau toute l'année. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Je m'amuse à prendre un peu le contre-pied aujourd'hui de cette réflexion qui d'ailleurs est tout à fait exacte. Parce que moi j'ai fait le chemin inverse. J'ai quitté Paris pour aller à Biarritz il y a 40 ans. Et je peux vous dire que c'est pareil. Il faut faire ses preuves. Il faut être admis dans une société qui vous regarde avec un très joli sourire pendant la saison, mais qui aimerait bien que vous repartiez au mois de septembre. Et j'habitais à l'époque un petit village à Arbonne où que lorsque je rentrais dans la Guyenne et Gascogne, on parlait en basque et on me disait pas bonjour. Donc je pense que celui qui vient de l'extérieur, qu'on appelle d'ailleurs le hors-saint, il faut qu'il fasse ses preuves, et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Dans l'autre sens, c'est plus rigolo. C'est vrai que c'est plus difficile quand on arrive à Paris, mais l'étranger est toujours un peu mal vu, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophie, avant que Paul Melun, vous m'interpellez parce que je suis basque. Là, vous mettez l'accent essentiel sur l'identité culturelle locale. Paul Melun fait pas exactement allusion à ça, il fait à une identité sociologique, hein. On est en Gironde, on est dans la France traditionnelle, et là effectivement vous subissez au Pays Basque, surtout à Arbonne. Je précise que la Guyenne et Gascogne, c'est le nom de la chaîne de commerce d'alimentation générale qui est dans le sud-ouest, c'est toute mon enfance, la Guyenne. On disait d'ailleurs, est-ce que tu vas à la Guyenne? Ah bon, vous allez en Guyenne? Non, je vais chercher du fromage et du jambon. Et là on a effectivement, et Paul Melun va nous expliquer la différence, il y a des identités régionales, des spécificités culturelles au Pays Basque, en Corse, en Bretagne, auxquelles vous avez été confronté, Sophie, et pourtant, vous savez, si vous vous mettez à parler basque, vous serez considéré comme une... Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que la barre est haute, mais vous savez que je conclus là-dessus, hein, de mon intervention, parce que c'est Paul Melun qui est l'invité. Un basque qui s'appellerait Irigoyen Etcheverry, qui habiterait à Itsassou, à Esteren-Subi, qui ne parle pas basque, serait moins basque qu'une Sophie qui arriverait de Nancy ou Strasbourg, qu'un japonais ou qu'un moldave et qui parlerait basque. Pour eux, c'est celui qui parle basque qui serait l'un des leurs, et Irigoyen Etcheverry qui parlait pas basque, il n'est pas considéré comme basque. Vous voyez, c'est une césure linguistique et c'est une césure humaniste. Paul Melun, vous poursuivez cette réponse à Sophie. Est-ce qu'il peut y avoir des fractures qui soient pas que sociologiques, elles peuvent être culturelles aussi et territoriales? Bien sûr, et je trouve l'intervention de Sophie tout à fait pertinente. Il se trouve que je connais bien le Pays Basque et que j'adore cette région, et je connais Arbonne, Aetz, tout autour jusqu'à Asquin, Sarre, Ainoa. C'est des villages qui sont absolument charmants, qui cumulent deux facteurs effectivement de repli sur soi, ou en tout cas de potentiel non pas animosité, mais de potentielle exclusion d'autrui. Préservation de la spécificité culturelle. Oui, voilà. Et je pense vous avez eu raison de faire le parallèle, pourquoi pas, avec la Corse ou encore avec la Bretagne ou d'autres départements. Ou l'Alsace. Il y a une identité basque et une culture basque qui est très profondément ancrée, très profondément enracinée, et d'ailleurs qui est tout à fait formidable. Moi, j'adore la culture basque et je la trouve tout à fait extraordinaire. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, ça peut être excluant lorsque on vient pas de là. Moi-même, j'ai eu un peu la même expérience de Sophie. Plusieurs fois, je suis allé au Pays Basque, et ne parlant pas basque, n'étant pas du cru, en plus, moi, venant de Gironde ou de Bordeaux, vous imaginez bien, là-bas, les Bordelais sont pas en odeur de sainteté, pas plus que les Parisiens. Donc c'était parfois compliqué. C'est des colons. Premier facteur, et puis il y en a voilà. Et puis il y a un second facteur qui est pour le coup classique à beaucoup de villages, etc. C'est que dans un village de 300, 400 habitants ou 1000 habitants, tout le monde se connaît. Et lorsqu'un nouveau venu arrive, on peut parfois le regarder un peu en biais et se dire mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Qui est-il? Qui est-elle? D'où vient-il? D'où vient-elle? Et il peut y avoir des mécanismes aussi d'ailleurs d'exclusion. Donc Sophie a raison de souligner ça parce que ça rend la discussion plus complète. Moi je parle pas que de dynamique d'exclusion
l'exclusion, c'est plus pervers que ça dans les grandes villes pour mon personnage dans Plouc Story. Lui, c'est un mépris social. Il n'y a pas vraiment de mépris social quand vous arrivez à Arbonne, par exemple, et que vous êtes parisien. Il y a plutôt une tentation de repli sur soi et du genre je ne vous connais pas, ou alors des préjugés sur les Parisiens. Là, sur mon personnage, comme sur beaucoup de jeunes gens qui pourraient arriver de leur province et monter à Paris, c'est plutôt le mépris social du genre c'est un intrus, il n'a rien à faire parmi nous parce que il ne partage pas nos codes, parce qu'il ne vient pas du bon milieu, etc. Mais en vérité, dans les deux cas, moi je trouve que l'exclusion d'autrui est jamais une bonne chose. Donc je ne sais pas si ça répond au point de Sophie, mais pour ce qui me concerne, je considère que l'accueil de l'autre, pourvu que l'autre d'ailleurs s'adapte et fasse preuve d'une forme de, comment dirais-je, de volonté d'intégration, je trouve que ça doit être la règle, l'accueil. Voilà, moi par exemple, je vis là dans un petit village dans les Deux-Sèvres où j'ai été parfaitement bien accueilli, alors que j'étais pas natif d'ici et j'y suis très heureux. Donc je crois que ça doit être une leçon de. On parle beaucoup de vivre ensemble avec un terme un peu galvaudé. Pour le coup, le vrai vivre ensemble, ça peut être ça. C'est-à-dire quand quelqu'un de nouveau arrive, ça n'empêche pas de garder ses traditions. Bah on fait une place et on est sympa et charmant, quoi. On offre le café et on discute. Paul Melun, ce à quoi Sophie a été confrontée, c'est effectivement une nuance d'identité culturelle. Vous savez comme moi que si vous allez en Auvergne, en Savoie, j'allais dire en Mayenne ou dans le Nord, vous aurez, si vous arrivez de Paris ou d'une grande ville, peut-être plus d'ailleurs si vous êtes français que vous êtes étranger, une certaine réticence, une certaine méfiance. Et puis à un moment donné, j'allais dire, l'écran de protection se perce et on est adopté. Absolument. Et moi, je vais vous apporter un autre témoignage. Je suis pas de la classe sociale de Sébastien. Je suis plutôt plus proche de la vôtre. J'ai des amis partout et mon engagement de journaliste et mon engagement un peu politique et social et la défense du patrimoine, de l'agriculture, du terroir, de la gastronomie fait que je vais aussi dans ce milieu-là. Et il y a quand même toujours un temps d'adaptation. On peut vous accueillir. Qui est normal, qui est humain. Bien sûr, on peut vous accueillir à bras ouverts, mais il y a des endroits où je me suis fait des amitiés au bout de très longtemps parce que j'étais quand même considéré comme quelqu'un d'une autre classe sociale, favorisé. Bien sûr. On avait toujours, c'était toujours respectueux, hein, ça n'a jamais été, voilà. Mais je sentais bien que j'étais pas des leurs. Et puis à un moment donné, d'autres valeurs ont fait que on a senti que j'étais des leurs. C'est aussi une fracture dans ce sens-là qui peut se produire. Oui, écoutez, je pense, de toute façon, malheureusement, ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un futur livre ou d'un futur roman, même si je l'aborde un peu dans celui-là. La France est fracturée dans tous les sens. Camille de la Motte Saint-Benoît, qui est la jeune fille dont Sébastien tombe amoureux. Dont il s'éprend. Alors, on a Kim qui est à la caricature, elle a les ongles peints, c'est une cruche, hein, terrible. C'est la bimbo. Voilà. Ah là là, c'est la bimbo terrible, vous la dépeignez avec une cruauté qui correspond. Et je sens, mais il n'y a pas le moindre mépris, mais c'est cruel dans le sens de vrai, c'est authentique. Et on a Camille de la Motte Saint-Benoît qui adore Sébastien. Est-ce qu'il aurait pu avoir une grande histoire d'amour entre Camille et Sébastien? C'est des choses. Pourquoi pas? Parce qu'il se trouve que, vous savez, il faut jamais caricaturer les gens dans leur milieu. Cette jeune femme qui vient d'un milieu très favorisé, mais plutôt d'une aristocratie locale. Oui. En gros, c'est les propriétaires du château du coin, pour faire simple et pour que nos auditeurs comprennent bien. Château bordelais avec des vignes, en fait, bien sûr. Voilà, exactement, le château du Bordelais. J'ai inventé un château fictif, mais ça pourrait être n'importe quel château du Saint-Émilionnais. C'est quelle appellation, Paul Melun? Dans mon esprit, c'est plutôt un Saint-Émilion. On est d'accord. J'invente un village de la Motte Saint-Benoît qui se rapproche un peu de Saint-Émilion, pour tout vous dire, qui est le village de Charmes. Parce que dans la France périphérique, il ne faut pas confondre Saint-Paul-de-Vence ou Saint-Émilion avec le village, je dis avec des guillemets, le village moche. C'est là que grandit mon personnage, dans un village avec des pavillons, une église qui est assez moderne, voilà. Donc, c'est ça qui est violent d'ailleurs, c'est que quand on parle des villages, en France, on a tendance à parler des plus beaux villages de France, qui sont formidables, de Saint-Cyr-la-Popie, de Rocamadour, etc. Or, malheureusement, il y a aussi beaucoup de villages qui passent en dehors des sentiers touristiques et qui, pour autant, sont tout à fait intéressants, touchants et poétiques, ce qui est le cas du village de mon personnage. Mais pour répondre à votre question, oui, et puis ils auraient pu évidemment tomber amoureux, mais mon personnage est quand même un drôle d'oiseau, puisque c'est un cynique. Il tombe amoureux quand même par intérêt. Il le devient. Il l'est pas au départ. Oui, il le devient. Bah, il veut réussir sa vie et son arme à lui, c'est la séduction. Donc il joue de la séduction comme le héros balsacien. C'est là que c'est une sorte de belle amie ou de Rastignac, c'est qu'il utilise
ses charmes et ses atouts pour réussir. On reproche parfois aux femmes, c'est-à-dire c'est même un peu sexiste, qui ont réussi, on dit oui, elle a couché pour réussir. Lui, il va faire un peu la même chose. Voilà. Il va jouer sur son physique pour réussir. On raconte pas tout, mais c'est un petit peu ça. Je suis avec Paul Melun, auteur de Plouc Story, édité chez Fayard. Formidable, j'allais dire, décryptage sociologique de la France aujourd'hui à travers ce roman. Vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso va prendre votre appel. Et tout de suite, en reprenant l'antenne, nous donnerons la parole à Fabrice qui nous appelle de Géronce et qui a certainement lui aussi un avis à donner sur Plouc Story. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Paul Melun sur Sud Radio pour Plouc Story, le roman de la France périphérique, le roman de la fracture sociale, une très très belle photographie, douloureuse mais qui interpelle de notre société d'aujourd'hui. Nous avons Fabrice qui nous appelle de Géronce. Fabrice, vous êtes où dans le paysage sociologique français? Où vous situez-vous? Moi, je suis dans la France d'en bas, la France de la ruralité. Très bien. Et j'en suis très très fier. J'en suis très très fier parce que moi j'ai souffert de ce regard condescendant dans ma jeunesse, parce que dans ma jeunesse j'étais dans un quand je vais le citer, on va me dire que tout le monde connaît, mais dans une cité balnéaire qui était très peu connue à l'époque et qui a gagné qui a gagné ses lettres de noblesse. J'habitais Cabreton dans les Landes. Magnifique. Voilà. N'oubliez pas Osgore. N'oubliez pas Osgore. Oui, mais c'était l'ennemi. On se coursait avec les petits de les Osgorois. Mais à l'époque, l'hiver, on était entre nous, ça c'est clair. Mais dès que l'été arrivait, je peux vous dire que les Franciliens, on s'entendait, hein, les ploucs, les ploucs, c'est tout à fait ça. On était des ploucs, on était pas grand chose. Heureusement qu'il y avait les Parisiens qui étaient là. Et depuis, moi, je n'ai cessé durant ma vie de démontrer toute la richesse de la richesse, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit qualité d'innovation de la ruralité. Dans la ruralité, on a développé des choses extraordinaires au niveau industriel. Vous savez, moi à Géronce, j'habite à 2 pas des usines de chez Messier qui construisent les trains d'atterrissage pour l'usine d'Assaut. Tout à fait. On a la chocolaterie, une chocolaterie suisse, faut pas la citer peut-être, mais qui est la première d'Europe. Dans une ville de 9000 habitants. On a le jambon de Bayonne, que vous connaissez, Périgo. Oui, non, mais on est d'accord, Fabrice, sur le patrimoine, on est tout à fait d'accord. Fabrice, est-ce que vous avez eu honte, et après je donne la parole à Paul Melun, est-ce que vous avez eu honte, à un moment donné, d'être dans cette situation sociale-là? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un plouc et d'être discriminé, ou au contraire, vous avez été toujours très fier de ce que vous êtes? Absolument pas. Ça a été justement une grande fierté, parce que c'est pour démontrer que tous ces gens-là, finalement, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils vivent grâce à nous. On a tous besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres, quelque part. Absolument. Et je veux dire qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre chez les ploucs. On est bien. Mais on est bien d'accord, et quelquefois je peux vous dire que il y a même des gens qui s'y réfugient parce qu'ils en ont ras-le-bas du système social auquel ils sont. Paul Melun, un avis sur le témoignage de Fabrice? Moi, je trouve le témoignage de Fabrice frappé au coin du bon sens, et en fait, il aurait pu écrire le livre, Fabrice, puisqu'en fait, c'est précisément ce que je décris dans Plouc Story, c'est-à-dire à la fois le mépris social, et pour autant, c'est ça qui est très intéressant, c'est que parfois, quand on discute avec des gens qui habitent ces petits villages, ils n'ont pas toujours conscience finalement de la richesse qu'il y a. Au départ. Là, on parlait au départ. Parce que Sébastien, il revient. On va pas tout raconter, mais il se rapproche des villages. Il a compris que les racines étaient là-bas. Oui, mais le problème de mon personnage, c'est que lui, comme beaucoup de jeunes de sa génération qui vivent dans les villages, surtout quand on a 17 ans, il rêve de faire la fête, il rêve d'être riche, il rêve d'avoir de la gloire. Quand il regarde son téléphone, il voit des jeunes gens, des jeunes femmes magnifiques, séduisantes, etc., qui vivent à Monaco, qui vivent en Italie, à Los Angeles ou je ne sais où. Et donc, lui, quand il se lève le matin et puis qu'il regarde le plafonnier moche, on va pas citer de marque, de sa petite maison, de ce pavillon, la piscine
Anti-Norsol, etc. Il se dit, en fait, moi, mon esthétique, elle est pourrie, etc. C'est très cruel, les réseaux sociaux. C'est le fameux esprit de jouissance dont parle le maréchal Pétain. C'est l'esprit de jouissance qui tente aujourd'hui. C'est-à-dire... il rêve de quitter ce milieu, ce village, et il ne le voit pas à sa juste poésie. Et il lui faudra longtemps, on ne va pas raconter la fin du livre, mais il lui faudra longtemps pour comprendre que ce village finalement est extrêmement poétique et qu'il y a toutes les conditions pour y être heureux. Mais en tout cas, il chemine. On est en ligne avec Sylvie, qui nous appelle de Pouillé-les-Coteaux. Où est Pouillé-les-Coteaux, Sylvie ? Alors, en Loire-Atlantique, bonjour à tous les deux. Très bien. Bonjour Sylvie. En Loire-Atlantique. Alors en Bretagne, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en Bretagne, en Loire-Atlantique. Oui, on nous a fait un mauvais coup au siècle dernier. Ça, c'est un vrai débat. Oui. On fera une émission oui. avec Paul Melun pour savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne, avec vous, Sylvie. Avec grand plaisir. Je vous écoute. Alors, la sociologie française. Je suis une grande urbaine. J'ai vécu jusqu'à 59 ans dans les grandes villes. Je suis même parisienne toutes mes 30 premières années. Et lorsque, il y a 5 ans, je suis arrivée à la campagne, j'ai donc des amis urbains. Et là, j'ai tout de suite vu comment les gens fantasmaient la campagne. Certaines personnes, on va dire. Ils idéalisaient la campagne, ils fantasmaient la campagne. C'est tout à fait le contraire. Ah oui. Ils la fantasmaient négativement. C'est-à-dire, tu vas aller t'enfermer dans un trou, parce que c'est vrai que moi je suis très à la campagne. Dans un trou, tu vas être isolé, tu vas t'ennuyer. Souvent, ils associaient la campagne à l'ennui. Ou alors, c'est vrai, certains l'idéalisent, c'est-à-dire des copines dernièrement m'ont dit « Bon, on va venir te voir et puis tu nous prépareras une tranche de pâté et de pain. » Sylvie, je vous interromps une seconde. Vous vous souvenez, ces gens qui, après le Covid, sont allés, ils ont immigré, ils se sont évadés vers la ruralité, vers la campagne. 6 mois après, tout le monde était revenu en disant « Où est la première autoroute qu'on puisse retrouver notre enfer urbain, qui est notre terroir à nous ?» Et la campagne leur semblait désuète, triste, froide, excentrée. Oui, Péricot, mais je pense qu'en effet, la campagne apporte un espace mental, apporte au mental un grand espace. Bien, on va laisser. Pardon Sylvie, mais l'heure tourne et il nous reste que 2 minutes et demie d'émission. J'ai besoin de l'avis de Paul Melun. Est-ce qu'il y a des gens qui fantasment la campagne? Vous êtes dans les Deux-Sèvres, Paul Melun. Est-ce que vous y êtes bien ou à un moment donné vous avez envie de rentrer à Paris? Non, moi j'y suis très heureux. Il se trouve que moi j'ai plutôt grandi entre la ville et la campagne, mais avec beaucoup à la campagne. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais le témoignage de Sylvie est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment une campagne qui n'existe pas. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et moi, ça rejoint la question du mépris qui est abordée dans Plouk Story. C'est-à-dire que pour beaucoup, la campagne, pendant longtemps, ça a rimé avec l'ennui, la solitude, on est loin de tout, etc. Des préjugés sur les gens qui habitent à la campagne et tout ça et tout ça. Et en fait, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux à aimer vivre à la campagne, à l'affirmer. Moi, je vis toute la semaine à la campagne. Je ne viens à Paris que le week-end pour faire mes émissions. Et d'ailleurs, si j'avais pas à travailler, probablement que je serais toute la semaine à la campagne et que je viendrais à Paris de temps en temps faire des musées ou me promener. Je suis pas là pour opposer la ville et la campagne. En revanche, je suis là pour rendre ces lettres de noblesse à la France des Ploucs, puisque c'est le thème du livre, et que je trouve qu'on a été pendant des décennies d'une cruauté sans nom à l'égard de cette France, et qu'une partie des votes populistes se nourrit de cette cruauté. Paul Melun, je vais vous faire une proposition politique, parce que le territoire où se situe votre portrait de la société française, c'est la Gironde. Vous avez peut-être lu, et vous le ferez peut-être un jour, l'histoire des Girondins de Lamartine, qui est un chef-d'œuvre. Votre pamphlet, c'est un petit pamphlet, en certaine façon. Est-ce qu'il n'est pas en train de réhabiliter cette fracture de la Révolution française, les Girondins, qui proposaient une France dans la diversité et qui voulaient réduire Paris, à l'époque il n'y avait que 89 départements, à un 89e de la France. Et je vous dis que votre bouquin, c'est le nouveau bouquin des Girondins, ça tombe bien, ça part de Gironde. Et vous
vous êtes en train d'expliquer que la France, elle est plurielle, elle est multiple, et que justement, la France a été forte quand il y avait l'aristocratie et le peuple, et les nobles et les gueux. Mais c'est ce rassemblement de la société française, cette cohésion qui existe dans sa diversité, et c'est vrai que c'était le rêve des Girondins, pas d'élite parisienne, pas de capitale qui décide pour tout le monde. Tous les Français sont égaux devant la loi, tous les territoires sont égaux devant la loi, et tous les Français partagent l'amour d'être Français, et c'est bien le cas de Sébastien et sa famille. Je pense que c'est un petit peu ça le message que vous avez envie d'envoyer. Oui, précisément. Moi, je suis un Girondin dans tous les sens du terme. Leur tourne, oui. Ben écoutez, moi je suis un Girondin et vive la France des provinces, vive la France des ploucs, et c'est la France des ploucs dont j'ai envie de parler dans Plouc Story, et j'espère que ça parlera à beaucoup de gens. Bon, je pense que Plouc Story est le premier tome d'une grande saga. Je ne sais pas si ce sera la comédie humaine de Balzac, oula, mais ça sera peut-être la nouvelle comédie de la sociologie de la sociologie française. Merci Paul Melun d'avoir été avec nous. Merci à vous Perico, et merci pour votre lecture attentive. Plouc Story chez Fayard, pour le modique somme de 20,90 €, une friandise à lire le week-end, et on sort quand même ragaillardi de cette lecture charmante de la société française. Merci Paul Melun. Et pour les autres, je vous dis à demain à midi sur Sud Radio.